Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La semaine dernière, j'ai été invité par l'ESA où j'ai notamment pu rencontrer Scott Manley et Everyday Astronaut, deux youtubeurs américains du spatial que vous connaissez sûrement. Si vous ne regardez pas encore leurs excellentes vidéos, c'est peut-être à cause de la barrière de la langue. Et oui, suivre un sujet un peu technique en anglais, ce n'est pas toujours simple. Nous nous associons donc une nouvelle fois à Cambly pour vous proposer une solution pour franchir ce palier. Cambly est une plateforme dédiée à l'apprentissage de l'anglais. Elle vous met en relation avec des tuteurs dont c'est la langue maternelle, vous pouvez suivre des cours particuliers et dorénavant aussi des cours en groupe. Ceux-ci sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il vous suffit de choisir parmi les thématiques proposées et de vous lancer. Les cours s'effectuent en très petits groupes et favorisent donc les échanges et la convivialité. Il vous expose à des accents différents et à des conversations qui vous immergent totalement. J'ai personnellement adoré le fait que ma tutrice canadienne note tous les mots de vocabulaire de la session pour en faire un jeu à la fin. C'est une formule parfaite pour vous préparer à une expatriation, pour donner un petit coup de pouce à votre carrière ou pour regarder plus sereinement des youtubeurs spatiaux anglophones. Comme d'habitude, Cambly vous propose une belle réduction pour vous mettre le pied à l'étrier, avec 40% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. Vous pouvez donc avoir tous vos cours à partir de 24 € par mois. Si ça vous intéresse, je vous oriente vers le premier lien en description. Et nous, on démarre sans plus tarder les actualités spatiales. La semaine dernière, on a évoqué une quasi-collision en orbite au cours de laquelle deux satellites se sont frôlés à seulement quelques mètres de distance. Ces événements se multiplient et risquent de plus en plus de déboucher sur des pertes de satellites, voire pire. On ne sait pas trop si c'est le scénario qui vient de se produire pour le satellite Cosmos 2499. Lancé en 2014 par la Russie, il évoluait en orbite entre 1200 et 1500 km d'altitude. D'après Moscou, il servait à tester une nouvelle génération de moteurs à effet Hall, même si certains soupçonnent une autre fonction, plutôt militaire. Quoi qu'il en soit, ce satellite s'est désintégré en orbite sans qu'on ne sache trop pourquoi. L'incident a eu lieu le 4 janvier, mais l'US Space Command n'a communiqué dessus que la semaine dernière. Cosmos 2499 s'est disloqué en au moins 85 débris, qui sont actuellement suivis par radar. Le nombre et la répartition des débris laissent entendre que l'événement n'a pas été très énergétique. Il ne faut donc probablement pas y voir un impact à haute vitesse. L'incident pourrait plutôt être dû à une explosion à bord. Ce qui serait d'autant plus crédible s'il embarquait un système de propulsion expérimental. D'après l'entreprise Leo Labs, un spécialiste américain du suivi orbital, Cosmos 2499 n'en serait pas à son coup d'essai. Le satellite aurait déjà connu une première désintégration en octobre 2021. Il en va de même pour Cosmos 2491, un satellite de la même série qui aurait explosé en 2020. Ces événements laissent en tout cas entrevoir des problèmes d'assurance qualité de plus en plus évidents dans le spatial russe. Ils sont en effet loin d'être limités à une seule série de satellites. Le plus inquiétant a probablement été les problèmes récents de Soyouz. Le vaisseau habité russe a connu ces dernières années une fuite préoccupante, une évasion d'urgence lors d'un lancement et même la découverte d'un trou mystérieux en orbite. À ça, il faut maintenant ajouter les problèmes similaires de Progress, le vaisseau cargo russe. Alors que la mission MS-22 vient de s'amarrer à l'ISS, le Progress de MS-21 connaît à son tour des fuites. Elle semble être du même ordre que celle qui a touché Soyouz voilà quelques mois. Elles ne mettent pas l'équipage de l'ISS en danger et ne posent pas de problème pour les retours sur Terre d'astronautes et de cosmonautes. On en vient quand même à se demander si ces vaisseaux à la réputation pourtant légendaire sont aussi sûrs qu'ils l'ont été par le passé. Les fuites et autres désintégrations viennent par ailleurs ajouter aux problèmes grandissants des débris orbitaux. Du fait de son orbite relativement haute, les débris de Cosmos 2499 mettront plusieurs dizaines d'années, voire quelques siècles à rentrer dans l'atmosphère. D'ici là, ils représentent un danger pour les autres satellites évoluant à la même altitude. Les pièces les plus grosses peuvent être suivies par radar, et il est donc possible de faire manœuvrer les vaisseaux qui se trouveraient éventuellement sur leur route. Il se peut cependant que des débris de quelques millimètres ne puissent pas être suivis. Ces derniers restent cependant très dangereux. À haute vitesse, ce sont de véritables balles de fusil qui peuvent transpercer d'autres satellites et les détruire. Le scénario que tout le monde craint est celui d'un syndrome de Kessler. Plus de débris engendre plus de collisions, qui engendrent plus de débris, etc.
une réaction en chaîne qui transformerait certaines parties de l'orbite terrestre en no man's land. Si le spatial russe est en souffrance, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le New Space français. Après la levée de fonds spectaculaire de The Exploration Company, c'est Exotrail qui vient d'annoncer une levée de 54 millions d'euros. Si vous ne connaissez pas encore Exotrail, nous avons eu l'occasion de les interviewer en podcast en 2021. Je vous mets le lien en description. L'entreprise travaille sur plusieurs solutions dédiées au marché des small et nanosats. Elle conçoit des moteurs électriques miniaturisés et qui peuvent donc être intégrés sur des satellites de seulement quelques kilos. Cette même technologie propulse par ailleurs ce qu'ils appellent leur Space Van, un remorqueur spatial qui doit permettre à des petits satellites d'atteindre une orbite cible depuis un lancement groupé. Le premier vol du Space Van devrait avoir lieu en fin d'année depuis une fusée Falcon 9 de SpaceX. Enfin, Exotrail possède aussi des solutions logicielles qui aident à concevoir et à optimiser des opérations spatiales. La levée de fonds qui a été annoncée la semaine dernière va permettre d'augmenter la production de moteurs électriques, d'attaquer les marchés américains et asiatiques et d'étendre l'offre logicielle. Bref, Exotrail se voit comme un futur géant de la mobilité spatiale, avec des solutions complètes pour emmener des satellites d'une orbite A à une orbite B. Cela pourrait changer considérablement la manière dont on conçoit l'accès à l'espace. Aujourd'hui, les opérateurs de small et nanosat doivent faire un compromis. Ils peuvent lancer en rideshare avec une grosse fusée de type Falcon 9, ils auront alors des coûts bas, mais un calendrier et une orbite pas toujours optimales. L'autre option consiste à avoir un service beaucoup plus personnalisé en passant par un micro-lanceur. Le coût au kilogramme sera en revanche plus élevé. Au fur et à mesure que les remorqueurs spatiaux comme le Space Van se développent, on voit émerger une troisième solution. Lancé sur une fusée géante et éventuellement réutilisable, comme le Starship, pour avoir les coûts les plus bas possibles. Toutes les charges utiles peuvent alors être libérées en orbite basse avant d'être dirigées vers des orbites plus spécialisées par des remorqueurs. Plus besoin de fusées ou d'étages spécialisés vers certaines orbites, seul le coût au kilogramme vers l'orbite basse compte. Associer fusées géantes réutilisables et remorqueurs spatiaux semble être en tout cas la stratégie que suit Blue Origin. On a découvert voilà quelques semaines le projet Blue Ring qui propose lui aussi d'emmener des smallsats sur différentes orbites via un remorqueur. La firme de Jeff Bezos continue de multiplier les travaux de recherche en attendant le premier vol de sa fusée New Glenn. La semaine dernière, on a ainsi découvert le projet Blue Alchemist. Il s'agit d'un procédé qui vise à fabriquer des panneaux solaires et des câbles électriques à partir de régolithes lunaires. Blue Origin a multiplié les essais ces dernières années à l'aide de matériaux analogues. En utilisant l'électrolyse, ils sont parvenus à séparer le fer, le silicium, l'aluminium et l'oxygène du régolithe. Le silicium obtenu est pur à 99,999%. Il constitue donc un matériau adéquat pour faire des cellules photovoltaïques. Le procédé permet par ailleurs de produire du verre, qui peut alors être utilisé pour protéger les cellules. L'entreprise pense donc être capable de produire tous les matériaux nécessaires à l'assemblage d'une centrale solaire électrique sur la Lune, à partir des matériaux locaux. Il faut certes se projeter à long terme avant qu'une telle solution puisse être mise en place, mais elle laisse entrevoir un début d'autonomie pour d'éventuelles bases lunaires. D'ici là, Blue Origin a beaucoup de pain sur la planche entre sa fusée orbitale, sa station privée et sa proposition d'atterrisseur lunaire. Impossible de vous parler de fusées réutilisables sans évoquer le Starship, lesquelles vient de franchir une nouvelle étape. Le lanceur géant de SpaceX est en développement depuis maintenant quelques années. On a d'abord vu des tests du vaisseau qui fait office de second étage. Ce dernier représente la partie la plus complexe de l'architecture. Il faut cependant aussi mettre au point le premier étage. Bien qu'il s'inspire d'un concept que SpaceX maîtrise bien, il faut faire la preuve que le changement d'ergol, de motorisation et la mise à l'échelle fonctionnent. En effet, ce premier étage comporte dans sa première itération 33 moteurs surpuissants au méthane, les Raptor. Avant de le faire voler, SpaceX doit donc s'assurer qu'ils peuvent fonctionner en même temps. C'est maintenant chose faite suite à un tir statique qui a eu lieu la semaine dernière à Boca Chica, au Texas. Le 9 février, l'entreprise a procédé à la mise à feu simultanée de 31 des 33 moteurs de ce premier étage pour une durée de quelques secondes. L'objectif consistait à tous les allumer, mais SpaceX a préféré en désactiver un juste avant l'essai, tandis qu'un second n'a tout simplement pas fonctionné. Il y a donc encore une petite marge de progression.
Mais même avec seulement 31 moteurs, il y aurait eu assez de poussée disponible pour atteindre l'orbite. L'essai ne s'est par ailleurs pas fait à puissance maximale. Les moteurs poussaient à environ 50% de leur capacité. Malgré cela, les images sont très impressionnantes et ouvrent la voie au premier essai orbital du Starship. Le Booster 7 et le Ship 24 ont maintenant tous deux réalisé des mises à feu statiques avec tout ou presque tous leurs moteurs. Ce sont eux qui sont destinés à mener l'essai orbital. On imagine que SpaceX a encore un peu de travail d'analyse à mener, ainsi que peut-être quelques essais. Il semble en tout cas de plus en plus probable que ce vol historique ait lieu assez rapidement, possiblement dès le mois prochain. Même en cas de réussite, on ne pourra cependant pas encore dire que le Starship est opérationnel. En effet, SpaceX ne va probablement pas récupérer les deux composants. Ils iront se poser à faible vitesse dans le golfe du Mexique pour Super Heavy et dans l'océan Pacifique pour le Starship. Il faudra donc bien des vols supplémentaires pour maîtriser les atterrissages, la récupération, la réutilisation, le ravitaillement en orbite, la mise au point d'une version habitée ou encore le vol au-delà de l'orbite basse. De quoi nous occuper sur cette chaîne pendant encore bien des années. Et voilà qu'on arrive au bout de ce DNDE. Je vous rappelle que vous pouvez donner un sérieux coup de pouce à votre anglais grâce à l'offre de Cambly qui est en description. Cela pourrait par exemple vous permettre de visionner la dernière vidéo d'Everyday Astronaut sur sa visite de l'entreprise Stockspace. Il y détaille notamment le fonctionnement du système de refroidissement du bouclier thermique qui nous avait sacrément interrogé quand on avait sorti un dossier de l'espace sur le sujet. On vous prépare un petit résumé de l'affaire dans l'espace commentaire. D'ici là, pour les sources et les réseaux sociaux, c'est dans la description. On attend vos questions pour dimanche et on se dit à jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.